Salut, moi c'est Seth Gecko, j'ai 40 ans, je suis expert en punchline, le professeur, et je suis apprenti entrepreneur. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Salut Seth. Salut Franck. Bah écoute, je suis content que tu viennes ici répondre à quelques questions. Déjà, je te remercie d'avoir pris du temps parce que je sais que tu es quelqu'un quand même d'assez occupé parce que tu as plusieurs business. Donc merci de prendre du temps pour moi et pour répondre aux questions de la chaîne du Disrupteur. Je pense que ça va être très intéressant, donc regardez bien cette interview. Seth, bon, tu es rappeur. Le rap, c'est un milieu très concurrentiel et ça fait quand même plusieurs années que tu es là. Ça fait combien d'années maintenant? Ah, une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années. Comment tu as fait justement pour sortir du lot et pour avoir une carrière qui dure? Bah, je pense que pour être un artiste, déjà, il faut créer quelque chose qui n'a jamais été vu et jamais entendu. Et je me suis toujours efforcé de travailler sur ça. C'était la quête de l'originalité. C'est comme ça que tu te démarques et que tu dures dans le temps, en fait, en étant différent des autres. Alors, des fois, tu peux cultiver cette différence ou des fois, elle se fait naturellement. J'ai eu beaucoup de chance que chaque chose, elles sont arrivées naturellement, en fait. Tu vois, je me suis pas dit il faut que je trouve un nom original, un style de rap original. J'étais original malgré moi. Déjà, c'était quand je suis arrivé avec le premier titre qui m'a propulsé, Patate de Forain, de voir un blanc dans une cité avec tous les codes. Avec comme ses ouais, avec ses few, ouais. Ça rappelait un peu les gens, les street clips comme Pour ceux de Mafia Qu'un Free ou 93 hardcore de Tandem. Déjà, c'était différent de voir un blanc qui prenne cette position-là, tu vois. Dans le rap, ça, c'était original aussi. Le titre de la première chanson, Patate de Forain, c'était original. Le type de voix était original. Après, dans l'esthétisme et j'étais encore un peu jeune, donc ça, c'est venu avec le temps. C'est le premier morceau qui t'a vraiment mis en avant? Ouais, il y a eu beaucoup de lumière à partir de ce morceau-là. Ouais. Du clip, surtout. Ouais, du clip. Ouais. Qui avait été tourné à Saint-Ouen. Entre autres. 95, centre du monde, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bon, on l'a vu, tu en as parlé, c'était beaucoup dans l'esthétisme, mais en off là, juste avant cette interview, on parlait du rap plus contemporain, plus moderne là maintenant, et on remarque que quand même, c'est un rap pour tous, un flow pour tous, tous pour un flow. Donc comment tu as fait niveau rap pur pour te différencier? Bah, j'ai tout misé sur la qualité des textes, très important ça. Il faut être passionné par le rap pour prétendre en faire, pour moi, tu vois. Là, il y a des petits jeunes aujourd'hui, ils se lancent dans le rap, c'est pas leur passion. Ils le voient plus comme une issue. On dit, t'as pas besoin d'être fort pour pouvoir en faire, t'as pas besoin d'avoir des contacts pour être visible. N'importe qui peut faire un clip. À l'époque, pour être sur un site de rap, il fallait que tu sois fort, sinon tu n'avais pas accès à un site de rap. Tu vois. Aujourd'hui, tu donnes de l'argent à des sites, ils te mettent en avant. Tout est une histoire d'argent. Moi, j'avais misé sur la qualité, c'était ça la promotion en fait. C'était de faire des rimes jamais entendues, et avoir été à la bonne école, d'écouter les meilleurs pour pouvoir devenir un des meilleurs. C'est qui que t'écoutais? Ou que tu écoutes? À cette époque-là, j'écoutais, ça pouvait aller du Minister Hammer à Arsenic, hein, c'est 95 en priorité. Et l'école Time Bomb, hein, c'était Oxmo, X-Men, Lunatic. C'était eux qui maîtrisaient mieux la rime. Ton expatriation en Thaïlande, ça a marqué un réel tournant dans ta carrière et aussi dans l'évolution de ta marque. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a influencé? T'es resté combien de temps en Thaïlande? Une dizaine d'années, on va dire. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui t'a influencé et comment ça a fait avancer ton raisonnement sur ta musique et aussi sur ton personnage? Ça, c'est du développement personnel. J'étais dans un autre monde, en fait, où il n'y avait pas d'a priori sur la dégaine. Je me suis épanoui dans les tatouages, sans calcul en fait, tu vois. J'étais dans un autre monde, pour moi, je n'allais pas revenir en France. Donc, je n'allais pas avoir le jugement, parce qu'ils sont un peu en retard, les Français, sur la démocratisation du tatouage, par exemple. Et puis, c'est quand même des spots où ta dégaine, elle est importante, parce que c'est des plages, tu es tout le temps en t-shirt ou en torse nu. En vrai, c'est plus tu es costaud, mieux c'est là-bas, parce que tu es tout le temps en short et en débardeur. C'est là que tu as commencé vraiment à faire du sport? Ouais, à faire du sport, à me dire les tatouages là-bas c'est culturel, ça choque personne, je me suis fait plaisir, tu sais. Il faut voyager, ça t'ouvre l'esprit, tu vois des nouvelles choses, ça m'a donné du nouveau vocabulaire, ça m'a permis moi de, pareil, je tombe amoureux passionnément de cette île, moi j'étais à Phuket, du coup j'ai tout de suite envie de transmettre ça aux autres, tu vois. Donc ça m'a élargi le champ lexical.
une nouvelle langue aussi, le thaïlandais. J'ai toujours aimé, pour rebondir sur des nouveaux mots, utiliser des dialectes différents. Donc là, j'avais encore quelque chose de riche, tu sais. Toujours eu le truc de le béguin pour mettre le doigt. Tu mettais du gitan aussi, non? Ouais, l'italien, non, pas trop. C'est plus des mots maliens que j'aurais mis, des mots rebeux, parce que voilà, c'est culturel. Hein, c'est les quartiers cosmopolites dans lesquels on a grandi. Des mots gitans, les gens ne connaissaient pas ça, des expressions. Là, une fois de plus, c'est l'amour des mots. Ils ont des manières de s'exprimer, moi, qui me fait rire. Et tu sais, ça rend les choses originales, tu vois. Et puis c'est encore mieux quand c'est cohérent, quand tu peux les fréquenter, tu es avec eux. Ça apporte de la cohérence, tu vois. J'ai eu un enfant avec une Congolaise, j'ai traîné beaucoup avec des Congolaises, qui a fait que j'ai connu leur culture. Et voilà, je suis quelqu'un qui s'imprègne de la culture des autres et j'essaie d'être une version plus de moi en regardant ce qui se passe chez les autres, tu vois. Je me cantonne pas à ma culture à moi. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à la culture des autres et en voyageant, c'est là que tu deviens encore une version améliorée. C'est ça, en fait, tout le temps de connaître le maximum de choses. Tu vois, et d'en tirer les meilleures choses et d'évoluer comme un Pokémon, en fait. C'est ça le truc un peu. Là, t'as quelle version? T'as quelle évolution? Là, je régresse maintenant. J'ai progressé, je suis dans la phase, à partir de 40 ans, ça y est, c'est... Tu régresses. Bon, c'est la dernière tranche d'âge où on peut encore prendre, après on redonne. Mais c'est intéressant ce que tu dis. En gros, tu dis que le fait d'expatrier, pourquoi tu t'es expatrié à la base? Besoin de changer d'air et tout. Et puis voilà, j'avais pas beaucoup voyagé avant, donc il m'en fallait peu pour avoir les yeux écarquillés. Moi, juste avant, j'avais fait la Côte d'Azur que je ne connaissais pas. Donc toute la région PACA, tu vois, que ce soit Nice, Cannes, Monaco et Vintimille, tu vois. Même quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, il faut que j'aille habiter sur la Côte d'Azur. Il m'en fallait peu, tu vois. Après, j'avais été à Miami, j'ai dit, oh non, ça aussi, c'est trop bien, il faut que j'ouvre une boulangerie là-bas. Mais tous les Français qui vont là-bas, ils pensent à cette idée-là parce qu'on ne trouve pas de pain, tu vois. Et après, je découvre la Thaïlande, je dis, ah non, mais en fait, c'est ça le vrai truc, en fait. Il y a un peu de la Côte d'Azur, il y a un peu de Miami, mais il n'y a pas ce truc de la course à l'argent, tu peux être là, te débrouiller. Je sais pas, j'ai tout de suite pensé à une reconversion dans l'image, en fait, parce que ce qui m'avait choqué, j'ai tiré mon nom de rappeur Seth Gecko d'un film qui s'appelle Une nuit en enfer, qui se tourne dans un bar à strip. Et ils sont dans un bar à strip qui part en couille à la frontière du Mexique. Et quand je vais en Thaïlande, c'est ça un des trucs qui me choque le plus, c'est que je tombe dans un club de strip qui a la déco du film Une nuit en enfer. C'était le Titi's Bar. Non, le Titi Twister. Ah, le Titi Twister. Qui veut dire le téton tortillé. Ouais. Et non, celui-là, il s'appelait le Suzy Wang. Mais la déco, c'était la déco du film. J'ai dit, mais c'est un truc de ouf, ils m'ont créé mon propre décor. Il est fait pour moi, ce bled-là. Après, j'ai vu, ah ouais, putain, les Français, ils se réunissent dans les mêmes endroits pour boire des coups ensemble, alors qu'on est à 12 000 km. Il n'y avait pas énormément de Français encore à cette époque-là. Je dis, ah ouais, imagine, j'ai mon bar ici, le 7G. Écoutez, toutes les idées, elles viennent naturellement. Je me suis jamais mis devant une feuille en me disant, il faut que je trouve l'idée du siècle aujourd'hui. Je suis un créateur d'idées. Il y a juste à me secouer comme un cocotier et les idées, elles tombent par terre. Après, il faut savoir prendre laquelle est la mieux. Ça se fait pas, c'est spontané, c'est naturel. Tu vois, des fois, on peut dire, mais c'est quoi la recette pour réussir et tout? Maintenant que tu restes cohérent et passionné et que tu mets de l'amour dans le truc, comme un cuisinier te le dira de toute façon. 90% de la recette, c'est l'amour qu'il met dedans. Tous les deux, on peut faire la même recette et ça n'a pas le même goût. Encore ce week-end dernier, on a fait venir un chef étoilé pour créer un burger dans le restaurant. Il reste 48 heures, il le fait. Il a un goût, il sort, il laisse la recette. Quand les gens, je le regoute moi-même, c'est pas le goût que quand c'était lui qui le faisait. Tu vois? Et ben, je pense que dans la vie, c'est juste l'amour et la passion qu'il faut rajouter. C'est l'ingrédient mystère que certains n'ont pas. Il y a des gens qui se lancent dans le rap, c'est pas des passionnés de rap. Ils le font parce qu'ils veulent la fame, ils veulent je veux de l'argent, je veux être une star, je veux des filles en after après mon showcase, je veux de l'argent. C'est pas ce que je voulais moi quand je faisais du rap. Quand j'ai commencé le rap, je voulais qu'on dise ah, c'est le meilleur lui. C'était ça ma recherche. C'était pas, je courais pas après la fame, j'ai jamais couru après la fame. Je fais les choses que j'aime et je les fais à fond en fait. Il y a deux choses que tu dis qui sont très intéressantes. La première déjà, alors c'est le fait d'être allé dans ce bar-là qui t'a donné l'envie de créer ton propre bar. Ouais, mais en me disant que moi, il s'appelait le 7 Gecko Bar. Et avant ça, il s'appelait le Bad Cowboy. J'en ai eu deux. Et une évolution. Au début, c'était un petit au milieu de 100 bars avec chacun avait son comptoir. Et après, on m'a donné l'opportunité, quelqu'un qui a cru en moi, de se dire
Ouais, si on lui fait un bar à lui, ça peut tout exploser. Ça, c'est des choses auxquelles tu ne peux pas penser quand tu dis, oui, mais ça, c'est des projets à des milliers d'euros. C'est des projets à 500 000 euros. Moi, je ne les ai pas, donc je ne peux pas me projeter de me dire, oui, je vais ouvrir un bar sur la plus grande avenue marchande de Thaïlande. Ouais, ça serait bien. Mais après, j'ai compris dans la vie que le truc qui coûte le plus cher, ce n'est pas l'investisseur qui met l'argent, c'est celui qui a l'idée de génie. Derrière les idées de génie, il y a toujours des gens qui veulent mettre de l'argent. Sauf qu'ils vont te faire croire, si c'est moi qui ai mis l'argent, c'est à moi que doit revenir l'argent. Que toi, ta partie créative, elle ne représente pas plus que celui qui investit. Alors que si, normalement, même un investisseur, aujourd'hui, je donne une idée. Aujourd'hui, je suis convaincu que un mec, c'est ce qui s'est passé avec le Barlou Burger. Demain, le même mec faisait un burger, ça pouvait marcher. Mais de le faire avec Seth Gecko, avec moi, mon univers Barlou Burger, en m'inspirant. Et tout ça, c'est venu naturellement, je te dis, sur un claquement de doigts. C'est ça qui fait que l'idée, elle prend une tournure et elle s'envole et elle décolle. Et ça, c'est pas un plan que j'ai élaboré avec un stratagème. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une base quand même? Quand tu oui, la base, c'est que j'ai travaillé 20 ans sur mon image. J'ai capitalisé sur quelque chose sans jamais me dire, c'est pas grave, prends ton temps, tu es en train d'investir sur toi et ça, c'est le meilleur des investissements. Aujourd'hui, si je fais un business avec un mec, je vais dire, investissement, moi, de départ, je mets 0 €. Moi, je vaux que ton business, il va marcher ou pas. C'est quoi le plus important? C'est d'ouvrir un très gros restaurant, mais qui ne marche pas? Ou c'est quoi, en fait, le truc? C'est qu'il faut qu'il marche sur la durée et qu'il y a du passage. Après, généralement, quand tu ouvres un business, un commerce, c'est que ce soit dans l'alimentaire, le côté nouveau d'un établissement, le début, si tu sais t'y prendre, tu peux avoir du roulement sur le premier mois. C'est nouveau. En fait, les gens, ils viennent par la nouveauté. La curiosité. Et à chaque fois, tu vois, c'est une histoire de transformer l'essai. C'est transformer les gens qui te suivent en potentiels acheteurs. C'est fidéliser. Et moi, la meilleure manière que j'ai fidélisé les gens, c'est jamais déçu. Il y a encore cette aura autour de moi de se dire, ouais, Seth, il n'a jamais baissé son slip par rapport à pas avoir fait de la musique de vendu ou quoi. Et parce que j'avais ce choix-là, de toute façon, de faire des hits, c'est le truc le plus difficile. Moi, j'ai jamais été à la recherche de faire un hit, même quand la maison de disque a dit oui, mais faut rentabiliser les frais que ça coûte. C'est bon, tu nous fais écouter 14 morceaux qui sonnent New York. Il est où le single qui va pouvoir l'étendard, porter le drapeau? Je leur donne même pas, je le veux même pas. Il est en dernier, je m'en fous. C'est pas sur ça que je kiffe. Celui-là, c'est le dernier que je fais à contre-cœur, qui me dégoûte. Tandis que des mecs qui vont en maison de disque aujourd'hui, ils ont 2 gros singles. Ils leur donnent ça. Et c'est pour ça que si vous regardez bien sur Internet, des artistes très puissants, très très puissants, qui vendent des singles, pour vous, vous dites, mais c'est des milliardaires carrément, tellement ils sont bastonnés à la télé, que tu vois, ils ont des hits qui tournent en radio et tout. Mais quand ces artistes créateurs de singles, de tubes de l'été, sortent un album, ils font des scores, mais ridicules. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, tu regarderas genre sans te les citer, mais en première semaine, parce que ça n'intéresse pas les gens de dire, je leur achète un album, c'est pas un album, c'est pas un truc avec un début, une fin, c'est des compilations de singles. Donc tous les hits les plus connus, ils ont déjà tourné. Il n'y a rien à découvrir sur leur album, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des artistes... les gens veulent se divertir, ils consomment du single parce que c'est ce qui les fait et tout, mais ils font pas des albums intéressants. Et les chiffres, ils sont étonnants. Tu vois, moi je me dis, une personne comme Aya Nakamura qui fait des milliards de streams, des millions de vues, je me dis, la première semaine, c'est quoi ces chiffres? Et je vois des chiffres moins de 10 000. Je dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'est bizarre cette transformation. Matsukura, on en avait parlé, je crois d'ailleurs. Il avait parlé justement de ces chiffres-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je pense que l'industrie de la musique, elle a changé. Avant, on achetait un album parce qu'il y avait tout un concept autour de l'album, il y avait tous des morceaux. Tu découvres l'artiste sous différents angles. Aujourd'hui, les gens ils n'écoutent que ce que tu as mis les titres que tu mets en avant pour défendre l'album. Et généralement, ces titres-là, la maison de disques, c'est elle qui les choisit. En fait, les gens peuvent passer à côté de certaines pépites parce qu'ils se font un jugement sur les morceaux que tu as mis en avant et qui ne sont pas forcément des fois révélateurs d'un album entier qui aura peut-être plusieurs facettes, plusieurs images, plusieurs ambiances. Tu vois. C'est aussi poussé avec les algorithmes, par exemple, de Spotify ou Deezer. Quand on regarde, par exemple, on va taper Seth Gecko sur Spotify, on va tomber sur le morceau qui a été le plus écouté, on va d'abord écouter celui-là. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui sont... Mais après, ça c'est un bon signal, tu vois. Si tu ne sais pas sur quoi clipper ton prochain titre et tu laisses le public s'accaparer un titre,
Ça, c'est bien, c'est un bon testeur de dire, ah voilà, c'est celui-là qui a pris. Moi, j'aurais pas misé sur celui-là, mais il plaît, tu vois. Ça, c'est bien. C'est une fois que l'album est sorti. Donc voilà, il y a le single du public qui se fait tout seul, celui que tu n'as pas clippé et que les gens se dirigent vers celui-là. Pour juste revenir sur un point aussi que j'ai noté dans ce que tu disais, moi j'ai noté dans le. Bon, je t'ai observé de loin parce que tu es quelqu'un de Saint-Ouen, puis qu'on se connaît quand même depuis tout petit. Et j'ai toujours remarqué qu'il y avait quand même tu avais un attrait de ta personnalité dans la différenciation. Parce qu'on le voit bien, même tu étais soucieux du vêtement dès le début. Ouais. C'est soucieux de l'image. Quand j'avais vu le clip Patate de Forain, je m'étais dit, ouais, même si ça correspondait quand même à une image globale du hip-hop, il y avait ce souci d'aller chercher le détail. Donc tu avais déjà cette base-là. Là, dans le détail, tout est dans le détail. Vraiment. Le Après, voilà, ça c'est moi, je suis un passionné, c'est un mot qui revient beaucoup, je suis un collectionneur. J'aime les choses rares. Tu vois, je me suis toujours intéressé de me distinguer, être original, ça commençait aussi avant d'être un artiste. Je ne veux pas être habillé comme les autres. Tu vois, aujourd'hui, il y a une autre école, les petits, ils veulent tous s'habiller pareil. Finalement, on se retrouve comme les keufs qu'on critique, mais avec un uniforme. Moi, quand tout le monde avait le survêt Lacoste rouge et vert, bah, je voulais le jaune parce que personne ne l'avait. J'ai toujours été à la quête de la pièce que personne n'a. Parce que c'était une manière de te différencier. Et c'est vrai, finalement, ça met un point sur ta personnalité. J'ai toujours aimé les choses raffinées, les bons parfums. Tu vois, les gens, ils sont à la course aux grosses autos. Moi, j'ai attendu 40 ans, je la sors même pas. Mais j'ai une Mustang qui ne vaut pas super cher, mais c'est une Mustang de collection. C'est différent, c'est pas ce que les artistes, ils ont. Tu vois, moi, c'est par la passion de la Mustang. J'aime bien les belles lunettes. Je suis collectionneur de lunettes depuis toujours. Et tu regarderas tous les meilleurs rappeurs pour moi, qui sont les meilleurs, l'élite du rap élitiste, en fait, ceux qui font des meilleurs punchlines, qui ont une écriture raffinée, ils aiment tous la même chose. Le même style de marque de vêtements, le même style de marque de lunettes, le même style d'auto. Tu vois, et c'est avoir les choses que les autres n'ont pas. Et ben, quand j'écris mes textes, j'ai toujours essayé de trouver la rime que personne n'a. Et c'est comme ça que je suis devenu un artiste fort, tu vois. Après, des fois, le personnage, la grossièreté du personnage, elle a cannibalisé un peu la plume que j'ai, parce que des fois, l'image, elle prend le dessus. Donc, des fois, on peut passer à côté du truc de dire, quand des fois, ils entendent, ouais, cette gecko, il est super technique, il a une plume, ils disent, ouais, mais il fait que de dire beat et chat. Tu vois, là, ils n'ont pas été voir plus loin. Mais c'est moi qui me mets des barrières dans les roues, mais j'aime bien. On dirait que c'est moi qui fais exprès de faire ça. J'éloigne, tu vois. C'est comme les tatouages, c'est des répulsifs, tout ça. Je veux pas. Ça vous plaît pas, bah tant mieux, laissez-moi tranquille. C'est une aura protectrice, en fait. C'est de dégoûter les gens, bah laissez-moi dans mon truc, en fait. Mais voilà, toujours été à la recherche. Tu sais, c'est quelles marques qui font ça, de repousser comme ça? Non. C'est les marques de luxe. Quand tu regardes, si tu vas acheter j'ai fait une vidéo sur Rolex pour ceux qui veulent allez voir la vidéo. Rolex, en fait, il faut que tu es sur une liste d'attente pour avoir la Rolex. Et en plus, tu es sur la liste d'attente et ça dépend du bon vouloir du bijoutier que tu as en face de toi. En gros, tu es son pote. Bah, la liste d'attente, tu vas pouvoir la bloquer. Ouais. En gros, tu n'es pas son pote, tu l'auras pas. C'est une stratégie de luxe. En fait, ils choisissent leurs clients. Tu vois. Ouais. Et voilà, donc j'ai toujours été à la recherche de la rime que personne n'avait trouvée. C'était important pour moi de faire ça. De faire, de dire, ah le bâtard, il l'a. C'est comme des collectionneurs de cartes et que tu as la carte rare. La carte rare Pokémon. Ouais, c'est ça, hein, ça revient beaucoup, mais c'est ça, c'est toujours à la recherche d'être différent des autres, en fait, de se distinguer des autres. Et ça, si tu ne l'as pas, dès le début, ben, je ne pense pas que tu pouvais devenir une star ou quelqu'un d'iconique. Mais finalement, il y en a qui deviennent des stars, mais elles montent aussi vite qu'elles redescendent. Tu vois, l'important, c'est comme le permis, c'est le buzz. L'important, c'est pas de l'avoir, c'est de le garder sur la longévité. Et moi, je suis content de ma carrière, aller sur la longévité. Je suis un carriériste. Tu vois, j'ai pas eu des pics où on peut se dire, waouh, il a eu des disques d'or et tout. Mais en fait, je suis encore là. Et je fais pas vieux jeu. Tu vois. Aujourd'hui, je te dis, tout le monde veut faire, ils veulent ressembler aux autres rappeurs. Ah, je veux être comme lui. Ah, l'autre, il a des cheveux rouges, bah moi, je veux des cheveux verts. Il n'y a pas ce truc naturel d'être différent par soi-même, parce que moi, c'est viscéral, c'est organique. J'ai toujours voulu être différent, tu vois. En 2013, tu sors ton 6e album, Bad Cowboy. Donc, on sentait déjà les prémices du mouvement Barlou, dont on va parler dans la suite de l'interview. Mais ce que tu as essayé de créer avec Bad Cowboy, parce que moi, enfin, tu me diras, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, dans ce que j'ai senti que tu voulais déjà créer une sorte de mouvement. Mais ça a moins marché, enfin, ça a moins fonctionné. Pourquoi ? Pas que Barlou. Non, c'est pas que ça a moins fonctionné, c'est que les choses, t'avancent dans le temps. Tu prends la température, c'est pas moins fonctionné. On trouve quelque chose, tu le peaufines, tu resserres encore. Barlou, c'est l'évolution de Bad Cowboy. Voilà. Ouais, c'est la même chose en fait. Avant, je disais que c'était les Gecko Youth.
au lieu de ghetto youth, c'est-à-dire jeune du ghetto. Je trouve mon truc, en fait, je me ferai un chemin. Bad Cowboy, c'est le premier logo qui a été super tatoué avant Barlou, déjà. La tête de mort avec le chapeau. Il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à du Son of Anarchy. Regarde comment les choses elles sont bien faites. Ça sera pareil après avec un peu le côté Ragnar Viking. La dégaine que j'ai fait naturellement d'un crâne rasé, tatoué avec une barbe comme ça. Quelqu'un qui me découvre aujourd'hui peut se dire « Ah ouais, il s'est inspiré un peu, c'est bien, il s'est inspiré des délires racines blanches, vikings et tout, yeux bleus et tout. » Cette dégaine-là, la première photo que moi je poste comme ça sur Internet, la série n'est même pas sortie aux États-Unis. Je suis précurseur sur des trucs sans le vouloir, tu vois. Et pareil, Bad Cowboy, c'est la jaquette en jean, c'est un logo. Et ça, c'est la Thaïlande qui montre ça, le truc qui m'apprend les clubs de motorcycle club, tu vois. Les gangs, mais à la française, les gangs de blancs. Oui, tu avais dans l'identification, un manteau en avec fait. marqué Bad Cowboy derrière. Ouais. Ça, c'est la pochette de l'album Bad Cowboy. Et Bad Cowboy, ça parle, on est en Thaïlande. C'est un morceau qui fera, justement, mon revival en Thaïlande, c'est le morceau Bad Cowboy. Donc c'est quelque chose qui a été très 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 fort à l'heure d'aujourd'hui, Bad Cowboy. Car des MC volent mes rimes, ils se reconnaîtront. Les vrais amis, les compagnons, ça se compte sur un moignon. Juste putain de Bad Cowboy. C'est une tournée, c'est tout un visuel. C'est Seth Gecko qui est parti en Thaïlande, qui est dans les bars, qui est avec des clubs de moto Harley. Tu vois, et ça, il y a Son of Anarchy, et je te dis encore, les planètes s'alignent. SOA, notre ville, Saint-Ouen, l'Aumône. Nous, on l'a toujours écrit SOA. Et SOA, ça fait Son of Anarchy en même temps. Ah ouais. Et j'ai jamais surfé sur le truc, j'ai pas regardé Son of Anarchy. Et après, trouvé mon idée. J'ai développé cette idée-là. Et en même temps, en France, tu as Son of Anarchy qui arrive. Donc ça fait. Finalement, je surfe sur une vague que. J'étais même pas là pour ça, j'étais là pour faire du snorkeling. Moi, j'étais là avec mon tuba et mes palmes. Et je me retrouve sur une planche de surf. Et c'est cool. Donc voilà, on trouve un chemin. Là, je me dis, ah ouais, il y a un truc comme ça. Ah, ils aiment bien. Alors c'est là aussi que je vois qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent. Tu vois, il y a une communauté de gens qui aiment bien, qui sont proches du rock, qui aiment bien ce que je fais, parce que dans la dégaine, il y a quelque chose de rock'n'roll qui se développe, qu'au début, je ne mettais pas en avant, et qui là s'épanouit. Parce que la culture rock en Thaïlande, les Harley, les bikers, c'est pas si loin que ça, en fait. Les rappeurs, c'était des mecs avec des grosses casquettes, des baggy. Là-bas, ma dégaine, moi, Marcel, short en jean et Vans, t'es plus dans des codes rock, en fait. Que tu n'avais pas au début, ça. Puis ça se développe quand je suis en Thaïlande, ça. Ouais. Moi, au début, je suis arrivé en Thaïlande avec mes petits t-shirts Vuitton de petit gars qui a fait un peu d'argent dans la street et qui veut montrer ses signes ostentatoires de richesse, tu vois. Mais après, là-bas, j'étais plus dans le truc relax de conduire une moto assise. Il y a les motos couchées, et les assises, les cafés raceurs et tout. Et ça, tu as une dégaine que tu dois avoir là-bas de toute façon, tu vois. Tu mets plus de jeans, tu mets plus rien, c'était tout le temps torse nu. Marcel, je dis, ah ouais, torse nu. Au début, alors je cachais le manque de muscles par des tatouages, c'était un stratagème. Après, je dis, mais ça fait encore mieux des tatouages quand t'es balèze en fait. Et après, là, je me développe dans le tatouage, je me fais plaisir, les bijoux en or, les trucs. Parce que c'est une dégaine qu'ils ont tous là-bas, tu vois. C'est très testostéroné, tous les mecs qui font de la boxe thaï, les hooligans, c'est une rue très. C'est testostéroné, quoi. Je peux pas te dire un autre mot en Thaïlande, donc. Je vois dans ça, après, je dis, ah ouais, je vais me faire plaisir aussi. Il y a des salles de muscu partout. Voilà, sans faire exprès, c'est du développement personnel. Je dis, ouais, c'est bien, là, il est un peu tard, j'aurais dû mettre à la muscu avant, ça fait mieux. Tu te sens mieux dans ta peau. Ah ouais, tu as plus confiance en toi. Ah ouais, les gens, ils sont attirés par ça. Après, moi, ils me disaient, c'est pas un Français, lui. Donc, même les Australiens, ils venaient, on commençait à ratisser un truc large parce que la dégaine, elle parlait à plein de gens. Tu vois, ils disaient même pas, c'est un rappeur. On aime bien sa dégaine, tatouage, il a des bijoux, il a un bar. C'est qui, lui? C'est pas un Français, c'est pas possible. Un Français, il a pas cette dégaine-là. Et je l'ai ressenti quand je suis revenu en France pour faire la promo de mon album Professeur Punchline et Barlou. Que là aussi, sur les plateaux de tournage, quand j'arrivais, ils disaient, ah ouais, c'est qui ce personnage-là? C'était pas trop vu dans le. C'est différent. Voilà. Différent. Il y a un truc, moi, que j'ai noté déjà, c'est que Bad Cowboy, c'est peut-être plus dur aussi à assimiler pour un Français. Bien sûr, à cause du mot Bad Cowboy. Exactement. Ouais. Alors que Barlou, moi, quand j'ai commencé à voir que tu mettais Barlou, Barlou. Putain, il y a encore des gens qui me demandent, excuse-moi, ça veut dire quoi, Barlou? Quand même. C'est des jeunes? Tu vois, c'est des jeunes. Ouais. Mais tu vois, ils font même pas l'effort. En fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est face à une génération de feignants, mais de la feignantise intellectuelle. C'est-à-dire, ils vont me dire,
envoie l'adresse de ton restaurant. Ah. Alors après, moi, je suis un personnage qui a toujours renvoyé les gens dans les cordes, un peu rentre dedans, qui a du répondant. Il ne faut pas que les gens soient surpris, ils me connaissent, ceux qui ont suivi mon parcours savent que je suis un peu franc du collier. Et grande gueule un peu, tu sais. C'est ce que les gens aiment bien, c'est ce qu'ils viennent chercher quand ils sont en concert. Donc je les envoie un peu bouler en disant va sur Google, je ne suis pas ta secrétaire, moi, tu sais. Tape Google, tu auras l'adresse du restaurant. Tu sais, il ne faut même pas l'effort d'aller chercher. Tu dois leur donner toutes les informations. Il est halal ton restaurant? Bah, je sais pas, va sur la page et tu verras que c'est inscrit. Je pense que c'est aussi une déformation des réseaux sociaux, de la proximité. En fait, c'est que les réseaux sociaux apportent de la proximité, mais ils ne se disent pas que toi, tu as d'autres choses à faire. Tu es occupé. Que quand, je sais pas, tu vas acheter un smartphone, tu ne vas pas envoyer un message à Tim Cook pour demander où se trouve l'Apple Store. Oui, c'est ça. En fait, les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que ça crée une forme de proximité, donc forcément, ça rapproche de la marque. Mais d'un autre côté, ils se disent, il va me répondre, c'est son resto. Il a que ça à faire, bien sûr. Non, mais lui, il pense que toi, tu as que ça à faire. Puis en plus, que c'est un dû. Tu réponds. Que c'est un dû, voilà, c'est ça le problème. C'est que la personne qui te suit, elle pense que c'est un dû, parce qu'elle se dit, ouais, mais moi, j'ai déjà regardé tes clips, c'est grâce à moi que... Non, moi je pars du principe que c'est grâce au talent et au travail que je fais d'acharné que ce qui arrive, c'est tout. Je suis là, moi j'apporte de la culture, du divertissement à un pays. On ne va pas me dire, ouais, mais en plus, je me dois de vous répondre. Je réponds à qui je veux, même il y a des amis qui m'envoient des messages. Tu as vu, des fois, nous, même pour se parler, on peut mettre du temps, une semaine à se répondre. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, en fait. Tu es occupé, tu as ton truc. Puis répondre à « salut, ça va ?» S'il y a des choses éloquentes, je réponds toujours. C'est intéressant, en fait, qui m'intéresse. Ou tu me parles de ma passion, c'est tout simple, en fait. Il y a des gens qui arrivent à m'accrocher par ma passion. Et donc, du coup, là, moi, je me fais un plaisir de parler avec des personnes, même que je ne connais pas. Tu vois, la proximité, je peux rencontrer des gens intéressants. Parce que déjà, dans le message, c'est plus recherché. Le mec cherche quelque chose pour t'accrocher. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si on reprend l'exemple du gars qui te demande l'adresse du restaurant, on lui placera une dédicace s'il voit cette vidéo. Mais le mec... Ils sont pleins, c'est beaucoup. Ah ouais, ouais. Bon, bah alors, on leur passe une dédicace. Aujourd'hui, je suis surpris. Après, moi, voilà, c'est chacun sa communauté. Je me rends compte quand même, j'ai une communauté que moi, je ne peux pas mettre un lien sur les réseaux sociaux avec le swipe up. Ah ouais. Quand je poste le lien en faisant swipe up, balancer le doigt vers le haut avec le lien, ça aussi, ils ont une fainéantise de le faire. Ils ne comprennent pas. Swipe up, ça veut dire quoi, swipe up? Ou donne-moi le lien de ton site en ligne, de vente en ligne. Je dis, mais je l'ai posté avec un swipe up. Ça, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas dans leur truc encore. Ils n'ont pas le réflexe automatique. Ils veulent. Et pourtant, je transforme mieux l'essai quand je dis, tous ceux qui sont intéressés par des produits, contactez-moi en privé. Et là, cette proximité de parler avec moi, parce que tu peux lui envoyer le lien. Il m'a parlé. Ouais, il y a aussi, il m'a parlé, mais je lui donne un lien sur lequel il arrive à cliquer. Je critique ça, mais moi aussi, je suis comme ça. Quand j'ai un truc à chercher sur un téléphone, je dis toujours à ma femme, fais-le. Tu vois, dans la technologie, je n'ai pas encore ces réflexes. Mais c'est ta femme, en l'occurrence. Alors que le mec, il ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, et surtout que le mec qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, moi aussi, je suis un peu cash quand on me contacte et que déjà, on ne met pas les formes, c'est quelque chose que j'insupporte. Et les mecs ne se rendent même pas compte que, par exemple, le gars, juste tu lui réponds, tape sur Google, c'est 3 minutes. Mais si tu passes ça, je ne sais pas, tu m'as dit, tu avais combien, 300 000 abonnés? Ouais. On va prendre 10% qui fait ça. Mais les artistes, généralement, ils n'ouvrent pas les messages. Donc là, moi, j'ouvre tout, je regarde tout. Ça me fait pas que j'ai pas que ça à faire, mais c'est horrible. Hein, cet appareil-là, c'est le cancer de notre génération. J'ai tout le temps l'impression d'avoir loupé le message de l'année ou qu'il va se passer un truc que j'ai laissé passer alors qu'il n'y a rien du tout. Je rafraîchis ma page comme un fou. On appelle ça le FOMO. C'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose. C'est conçu comme ça, d'ailleurs, les réseaux sociaux. C'est le fait que tu veux toujours y aller. C'est une sorte de petite décharge de dopamine pour voir si tu as une notification ou un message. Truc, Et le scroll à l'infini, ils l'ont développé exprès justement. Et bien ça, tu me croiras, je suis beaucoup sur les réseaux. Plus à rafraîchir ma page pour voir des compteurs et voir ce qui plaît, là où je me trompe, c'est sur ça que je fais une analyse. J'ai jamais fait le truc découvrir avec les propositions, que ce soit sur Snap ou Insta. Je me dis, le temps que je passe sur les réseaux sans avoir été piqué par ça, je ne l'ai jamais fait. Je n'arrive pas, je ne comprends pas. Qu'on me présente des choses et ils ne m'intéressent pas en fait. Tu vois, c'est... L'algo, tu parles de l'algorithme. Non, d'en découvrir en fait, qui te propose des choses qui pourraient te plaire. Je n'ai jamais scrollé sur ça, jamais. Et je vois des fois, ma femme, elle passe du temps sur son téléphone, mais elle scrolle des choses et qu'elle s'arrête sur des choses qui lui proposent qui sont sympas.
Moi, je l'ai pas eu ce truc-là. Moi, c'est juste vraiment moi, et on en est où là? Cette photo. Peut-être t'es déjà assez occupé par ces diverses Ouais, activités. alimenter, mais c'est toujours trouver la belle photo, le truc pour les burgers et tout. Là, aujourd'hui, je m'épanouis plus dans la food community, en fait. Ouais, mortel d'ailleurs. Bon, là, je saute les questions, mais c'est pas grave. Mortel, la pub qu'ils t'ont fait là. Alors, je suis allé sur leur Insta, je me suis Nevada Club, ouais. Ouais, Des gens du 95 encore. Ah ouais, en plus. Ouais, là, c'est un partenariat d'amoureux de l'agglomération Cergy-Pontoise et qui m'ont filé un coup de main. Mortel la pub. Mortel. Et le personnage, bah, je saute les questions là, merde. Le personnage aussi du burger là, qui parle, mortel. Ça, c'est une idée de moi dans ma tête, ça. Ouais. Mortel. Bah ouais, je suis de la génération en 1990, on est des enfants de la télé. On a eu la chance de connaître toutes ces choses-là qui sont... C'était le génie créatif, il était à son apogée là. Je pense que c'est une période où les gens consommaient beaucoup de drogue, je pense, pour avoir créé des trucs aussi ouf. Et ouais, il y avait le Muppet Show, les Fraggle Rock, tout ça. J'ai toujours aimé ce truc de la ventriloquie, les marionnettes, je sais pas, ça, la texture. Je suis plus un fan des Star Wars où il y avait les monstres, ils étaient faits avec du latex que quand ils les ont fait en images de synthèse, tu vois. J'aime bien le côté organique, une fois de plus, le toucher d'une marionnette. Et tout. Ouais, si on faisait une espèce de personnage avec qui me donne la réplique, qui peut dire les conneries que moi je peux pas dire, pour rester politiquement correct. Et que s'il y a quelqu'un à taper les doigts, c'est sur une marionnette et elle peut dire ce qu'elle veut, tu vois. Avec une dégaine entre un burger Lou Bar, le bar Lou Burger, tu vois. Un peu Renault, un peu Negan pour ceux qui ont la référence de The Walking Dead. Voilà, il a son bandana rouge, sa paire de lunettes comme toi, et son perfecto. Et ça aussi, ça a fonctionné. Et sa batte de baseball. Non, il n'a pas de batte. Ma marionnette, elle n'a pas de batte. Je croyais que tu parlais de Negan. Ouais, Negan, avec sa fameuse batte. Bah, t'as fait un morceau, non, Lucille? Qui s'appelle Lucille 2. Ouais. Okay. Les présidents nous trompent avec leur élection. C'est pas une fois dans la tombe que tu feras preuve de réflexion. Tu t'es essayé à beaucoup de choses. Bon, il y a la musique, le cinéma, série télé aussi, je crois que c'était dans La Flamme. Ouais. Dans Mais La après, Flamme, ça encore, tu vois, le mot, il est pas bien pesé. Je me suis essayé. Moi, je ne m'essaye pas à ça. Je suis un rappeur, c'est dans ça que je suis épanoui. Aujourd'hui, je sens que ça, c'est secondaire. C'est pas alimentaire pour moi. Je le fais par passion parce que j'ai envie d'immortaliser mes punchlines. Et dans toutes les rimes que j'ai trouvées, il m'en reste encore plein qui n'ont jamais été faites. C'est ça que j'ai envie d'immortaliser sur des galettes. C'est de l'art que je fais en fait. Je ne suis pas à la recherche de faire un album. Est-ce que c'est le temps pour moi d'en faire un? Je crée mon truc, ça prend le temps que ça faut. J'estime faire des œuvres d'art. Du coup, là, je me concentre un peu sur les restos et puis l'énergie, la passion que j'ai mis dans ma musique. Et c'est pour ça que j'utilise des trucs de ma musique en raccord avec mes menus, avec le nom de mes burgers et tout. J'ai autant de passion dans mon restaurant. C'est-à-dire que ça va être dans la décoration, dans le côté unique, jamais vu. Tu vois, il y a le goût du burger qui est important, mais la déco, l'emballage autour aussi, c'est important. Les toilettes. Moi, j'ai fait une story avec les toilettes du Bar Lou Burger. Je ne sais pas s'ils sont toujours pareils. Toujours, ouais. Mais le papier peint, c'est des comics. Alors là, moi, tu as gagné un client. Franchement, les comics, putain, c'est ma petite idée, ça aussi. Ouais. Mortel. Bah, c'est les chambres de kids, des films qu'on a regardés quand on était petits, tu vois. Que Stranger Things a fait en série, tous ces trucs un peu à la Spielberg, les Goonies, E.T., les chambres de petits avec des Marvel Comics un peu partout, tu vois. Ça rappelle aussi les contes de la crypte, mais sans que ça soit hardcore et tout. Donc du coup, je te disais, je mettais la passion que j'ai mis dans mon écriture, dans les ingrédients des burgers. Là, je m'essaye pas, j'essaie pas d'être un cuisinier, tu vois. Je fais un truc unique en son genre. Je suis là, j'aime les burgers, je fais de la muscu, j'aime bien me faire un bon gros burger quand je me suis privé pendant une semaine, que je suis en diète et que je fais un cheat meal. Puis je sais pas, c'est de superposer des steaks, du fromage, ça dégouline. C'est le porn food en fait. Tu baves devant ton... Comme tu aurais pu baver sur une nana, là tu baves sur les formes dégoulinantes d'un burger. Donc je m'essaye pas. Je vais dans le truc, je le fais, ça prend. Petit Phuket, je passe 10 ans en Thaïlande. Je dis les gens, je reviens en France, il n'y a pas de resto qui a le goût. C'est que des choses cohérentes, tu remarqueras, tu vois. On m'a proposé plein de trucs. Demain, il y a un fleuriste, une opportunité. Je sais que le business, je saurais pas quoi en faire. Les fleurs, c'est pas mon domaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je veux pas partir dans tout et n'importe quoi. Je vais pas faire T'as vu des pompes funèbres, le fusil à pompe funèbre, quoi. Tout trouver avec le jeu de mots. C'est des choses que j'aime bien, que je sais défendre, que je saurais parler des heures. Donc du coup, pareil, le cinéma, c'est pas moi qui veux me diriger vers le cinéma. C'est que finalement... On est venu te chercher. On est venu te chercher. Ouais, c'est les gens du cinéma qui viennent me chercher parce que tu étais un personnage. Je suis un personnage et qu'ils essaient de s'accaparer le power du rap. C'est ça le vrai truc.
Même la mode aujourd'hui, tu regardes les défilés de mode aujourd'hui, tu vois des artistes rap, pour que ça soit relayé par le public rap qui est aujourd'hui la force numéro 1 de la consommation. Tu vois, c'est ça. Donc le cinéma aime bien prendre des rappeurs parce qu'ils se disent on va gagner la promo, c'est de la promo gratuite. Tu mets un rappeur dedans, tous les fans du rappeur, ça va parler sur les médias rap, les fans du rappeur et tout. Après voilà, je fais un peu de sport, j'ai un petit gabarit qui peut ressembler à un anti-héros ou un badass truc, mais après voilà, carrière d'acteur, je m'en fous un peu. Je préfère jouer le méchant qui a pas trop de dialogue, qui a une tête d'enculé. Je trouve ça gaulerie de faire ça, parce que c'est eux qui me fascinaient dans le cinéma, tu vois. Et je préfère Negan que Rick. Alors, et Negan, tu verras, il n'a pas forcément des dialogues. Sa batte, Lucille, elle parle pas beaucoup. Ouais. Les anti-héros, quoi. Ouais, je préfère, tu vois. Ça, c'est plus facile, ça me correspond. Même le personnage que je me suis fait, que j'ai créé, ou qui, de toute façon, c'est moi, ça réduit les taux. Je ne vais pas faire un film en étant un policier avec une dégaine comme ça. À part si je pourrais jouer le jeu de les enlever au fond de teint pour pouvoir faire un rôle où j'ai pas de tatouage, mais j'aime bien les méchants dans les films. Bah, du coup, même moi, sans le vouloir, comment je me suis façonné, ça pourrait me diriger vers un rôle de méchant au cinéma. Tu vois, c'est pas calculé, mais je pense que c'est ancré en moi. C'est le cas de le dire. C'est une suite cohérente, quoi. Ouais. Très important le mot, cohérence. Tu vois. Mais ça, c'est quand on regarde avec le recul, parce que les gens maintenant, bon, ça dépend à quelle époque ils t'ont connu, mais si on regarde bien avec le recul, c'est vrai que moi je vois un cheminement, en fait. Je vois un cheminement et je vois une cohérence. Ouais. Et en fait, mais je fais pas de virage, il n'y a pas de virage à 360 degrés, c'est une évolution. Oui. Tu vois, au début, on m'a vu un peu dans l'univers un peu gitan, torse nu, Marcel Blanc, bijoux en or. Après, c'est Marcel Blanc, bijoux en or, tatouage, mais un peu pour eux, les gitans sont tatoués, c'est des taulards, tu vois. Donc, finalement, il y a un fil conducteur. Il y a le côté, c'est le rebelle, marginal, en fait, c'est ça le truc, tu vois. Mais je suis resté le même avec quelques kilos de muscles en plus, quelques kilos de graisse à certains endroits, quelques kilos d'or et quelques litres d'encre. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer alors un restaurant thaï à Pontoise? Alors, j'insiste bien à Pontoise parce que je mets toujours en valeur le 95. Pour moi, c'est très important. Nicolas fait la même chose. C'est très important pour moi. Un salon de tatouage, toujours à Pontoise, avec le Barlou Tattoo Shop. Un restaurant de burger, également à Pontoise, donc 95 centre du monde. Donc, c'est quoi la liaison entre le rap et tes autres business? Donc, parce que là, tu es passé, moi, je vois les rappeurs, il y a les rappeurs, et pour moi, il y a les entrepreneurs, et il y a les rappeurs entrepreneurs. Toi, tu as fait le pont entre les deux. Comment tu as eu cette évolution? Ça a commencé en ayant un bar en Thaïlande, en étant un rappeur qui fait parler de lui par la musique et qui se sert de la promo de la musique pour parler de ses établissements. Mais finalement, en Thaïlande, j'étais coupé du monde du rap et de la promo. C'était le truc, il était fou. Un Français qui a un bar en Thaïlande, qui reçoit les rappeurs, tout le monde fait la fête ensemble, tu peux boire un coup avec ton rappeur préféré. C'était un after show, une séance dédicace tous les soirs. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte le travail que c'est. Quand un rappeur, il chante dans une boîte de nuit, qui est payé, je sais pas, il va être payé entre 7 000 et 12 000 euros pour chanter 15 minutes. Et après, il veut fuir les gens, il veut rentrer, passer par derrière, il veut voir personne. Ça devient des gens, ils veulent être aimés par le public, mais ils veulent pas passer du temps avec eux. Moi, j'offrais aux gens la proximité. Et je dis, putain, c'est grave quand même, quand je suis sur place, le monde qui vient. Et dès que je pars en France, il n'y a plus personne qui vient. Il tourne moins le bar. Mais quand je vis en France, je travaille dans le rap. Mais ça serait bien que j'ai un bar en France, en fait. Mais non. C'est pas une station balnéaire, j'ouvre un bar en France, c'est pas pareil, il y a de la retenue parce que les gens sont là, il y a la culture du français qui a honte de dire à l'autre que c'est bien, peut croiser une star, je le calcule pas, un peu par jalousie, ou tu as celui qui est le suceur de bite pour le like, qui va venir vouloir quand même te voir. C'est lequel la star? C'est celui qui a les lunettes ou celui qui a la casquette? Il y a des gens comme ça, c'est la conquête du like, tu vois, qu'ils ont plus besoin d'un coup de pouce que d'un like, hein. Ces gens-là. Et du coup, je me suis dit, attends, comment je peux faire? Pas un bar en Thaïlande. Mais quand je reviens, comment je transforme l'essai? Parce qu'il y a un manque à gagner. Je retourne en France pour de la promo, mais le bar, il tourne moins bien. Et après, c'est des opportunités. Je rencontre un gars, il me dit, je suis tatoueur. Je dis, t'as des économies de côté? Comme ça s'est passé comme ça. C'était le premier, le Barlou Tattoo Shop? Non, Tattoo Shop, c'est le premier. C'est le Petit Phuket en premier? Non, Barlou Tattoo Shop, le premier. C'est quelle année? 2017. Donc là, je jongle encore entre le bar en Thaïlande et la France. Et je dis, ça me fait un spot où je peux rencontrer les gens. C'est à côté de chez moi.
C'est un petit coin qui est cool. C'est pas... Parce que les gens peuvent se dire, ah, c'est chez Seth Gecko, dans sa cité. Donc tout de suite, il y a un a priori, tu vois, ça va être au pied des tours, il y aura un peu des casse-couilles. Les gens, après, des fois, il y a aussi des gens qui s'identifient à toi, qui sont cool. C'est des gens tu sais, qui s'inventent pas de vie, qui s'encanaillent pas, qui peuvent être des fois gênés de se retrouver face à des groupes de gens qui les intimident. Et en fait, quand tu vois le petit village de Pontoise, comme il est magnifique, fait de pavés, en plus, c'est à côté de la place de c'est l'église. une petite ville médiévale et tout, c'est une très belle place. Les gens, ils sont détendus, tu sais, c'est un lieu cool en fait. Ça ressemble à des vacances d'été, un petit village de Nîmes. Donc j'ai trouvé ce petit lieu qui est cool. J'ai voilà, ça fait que les gens qui n'ont pas eu la chance de me voir en Thaïlande, ils ont un autre endroit pour me voir. Et je fais un salon de tatouage parce que j'allais le faire en Thaïlande, quoi qu'il arrive ça. Et je me dis, après il y a la communauté Barlou, il y a le branding de ma marque Barlou, où les gens s'accaparent le logo, se le font tatouer aussi. Je me dis, attends, moi, en fait aussi, attends. C'est venu de l'album Barlou, ça? Ouais. Ouais, mais non, mais j'ai même juste mis le logo sur ma page Insta, avant même qu'il y ait l'album qui sorte, avant même le clip. Je crois une semaine après, tout le monde m'envoyait, regarde, j'ai fait le tatouage Barlou, je ne l'avais même pas fait encore. Un truc de ouf, sur le visage, sur le front, sur les joues, c'est vraiment un truc assumé où les gens, ça leur parle tout de suite. Le A d'anarchie, le Barlou écrit à la bombe de peinture façon Warrior, Barlou, Loubar, ça fait... T'as vu le verlan, c'est un truc, les codes rap. Mais avec des mots rock. Donc j'ai trouvé une fusion entre le rap et le rock. C'est sorti comme ça. Tout seul. Je dis avec un pote, j'ai trouvé un mot. Ah, je sais, ça va mon loubar. On est en Thaïlande, ce mot-là, je vais pas dire ça à Maracay, c'est plus du loubar quand tu es en Thaïlande. C'est du vieux briscard, c'est des mecs qui sont à l'affût de tout, quoi. D'une bière, d'une soirée, d'une bagarre et tout. D'une meuf. Je voulais pas le dire. Et je dis, ça va mon loubar. Mais moi, j'aime bien parler d'une manière différente des gens. Même quand tu m'entends parler, tu dis, j'ai rencontré un mec, sa manière de s'exprimer, elle est trop marrante. Il a son dialecte à lui, tout une fois de plus, d'être original. Et je disais, en parlant de Loubar, c'est un peu trop simple. C'est pas assez recherché, il n'y a pas de quelque chose de recherche. J'ai le mot, faire de la recherche, c'est important. Ça va mon Barlou. Ça va mon Barlou. Et d'un seul coup, comme ça, les mots, ils viennent d'eux-mêmes. Je commence à appeler tous mes fans mes Barlou. Salut les Barlou. Alors mon Barlou, tiens, venez mon nouveau logo Barlou, vous en pensez quoi? Je sais pas, comme ça, au détour d'un post Instagram. Ouais, mon Barlou, hashtag Barlou, Barlou, ça va Barlou. Tac, c'est passé. À l'époque, c'était ma couillasse, tu vois. J'avais dit ma couillasse. C'est ça qui avait accroché. Après, j'ai fait le morceau Bistouflex sur la branlette. Donc les gens, ils aimaient bien dire, oh, Bistouflex. Tu vois, il y a tout le temps un mot qui sort du lot et qui émerge et tu peux en faire quelque chose. Et tu avais des onomatopées aussi, c'était des Dédex. Ouais, c'était des Dédex aussi. Après, il y a le fils caché, Jack Mess. Mais c'est plus. Oh, tête de roumain, ce geek de poulain, c'est des ad-libres en fait, ça venait des marques de fabrique. Et j'en suis pas à mon premier tour d'essai. Tu vois, j'ai toujours eu ce truc de mettre le mot sur des mots-clés qui fonctionnent. Donc pareil, créateur de... facile pour trouver des marques. Tu vois, quand j'ai ouvert le Petit Phuket, je ne l'ai pas appelé le Barlou thaïlandais. Le Petit Phuket, c'est le Petit Phuket. Ouais. Barlou Tattoo Shop, ça fonctionne à fond. Barlou Burger, ça fonctionne à fond. Demain, je fais un barber, je ne vais pas l'appeler Barlou Barber. C'est trop téléphoné, il n'y a pas de recherche. Je vais l'appeler autrement. Tu vois ce que je veux dire? Je vais trouver un autre mot pour pas que juste il y a à mettre Barlou devant un mot. Donc Barlou, ça prend une dimension que je réalise même pas. Je te dis, les gens se font tatouer le mot juste quand je crée un logo qui je sais pas, il a une histoire, le logo, il évoque trop de choses aux gens. Ça te fait quoi, ça, quand tu vois que non, mais tu réalises même pas tout ça, frérot. Aujourd'hui, il y a des gens qui se tatouent mon visage dans le rap. Je crois que le tatouage Barlou, c'est le logo le plus tatoué au monde. Plus que le logo Jordan ou le logo Wu-Tang, ou je vais dire le logo Nike. Mais les gens ne se font pas trop tatouer. Il faut être un peu débile pour se faire tatouer le logo Nike. Mais Barlou, ils n'ont pas l'impression de se faire tatouer. C'est là où j'ai été fort. Seth Gecko. Ah, parce qu'ils sont marqués quand même. Ah, ils sont marqués, mais... Les gens, ils ne sont pas tatoués Seth Gecko. Seth Gecko, il y a un côté trop fan, tu vois ou pas? Les gens, ils ont du mal avec ça. Là, ils appartiennent à un groupe. Un mouvement. Ouais, c'est autre chose. Ils s'identifient. Et c'est là où, au début, il y a des gens qui disent, il y avait des petits gars qui essayaient de me reproduire ma barbe en collier de l'époque et tout. Et plus moi, je me suis transformé, j'étais à la recherche de cette originalité d'être un personnage unique en son genre. Et que moi, je voyais des clones de moi à ma version max, où tête rasée, tatouage sur la gueule, barbe comme ça, habit comme ça. L'identification qu'elle a été jusqu'à dans ma évolution extrême, les gens, ils ont été aussi à me copier là. C'est là que j'ai vu l'impact que j'avais sur les gens. Ils veulent même me ressembler. Bon signe, hein. Quand on te copie, c'est bon signe plutôt. C'est plutôt bon signe. C'est pas bon signe, je sais pas quoi, avoir du recul sur ça. Bon signe, non, mais je me dis là, ah ouais, c'est pas des coups de hasard. Tu vois, à chaque fois, tu te dis,
Ah, ils veulent te ressembler. Mais non, c'est bon. Là, quand le mec il a l'identique, on dirait ton sosie, je pourrais l'envoyer passer le permis à ma place. C'est sûr, le jour où, tu vois, si on veut me tuer, tu as une chance sur 1000 de te tromper. Hein. Il y en a plein des 7 geeks en herbe et tout. Mais voilà, j'ai laissé aux gens de s'épanouir dans le tatouage en France, en tout cas. Et voilà, Barlou à fond, hein, les gens ils se sont tatoués à fond. Ça, c'est impressionnant quand même, parce que moi je Non, trouvais que après, pareil, moi j'ai des pages, ouais, ça se compte en plus de, je sais pas, je suis en train de dépasser la vingtaine de milliers de gens qui sont tatoués, c'est un truc de fou. Sans compter ceux qui portent juste le logo sur eux. T'as fait une marque de t-shirt aussi, non? Non, c'est une marque de vêtements, tout simplement, une marque de t-shirt, ça c'est vraiment bas, ça s'appelle du merchandising, c'est un truc, on est dans les claquettes, on est dans les mugs, dans les bombers, il y a tout, le produit il se dérive sur tout. Et ça c'était en 2015, on est en 2021 et ça marche encore. C'est que c'était même pas un phénomène de mode. Je suis créateur de mode, je suis pas victime de la mode en fait. Okay. Je suis un criminel de la mode. Je la flingue. Je savais que j'allais avoir des punchlines dans cette interview. Même s'il est tôt le matin. Il faut le préciser. Il est tôt. Là. Lorsque je suis allé au Barlou Burger, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Bon, déjà, j'y suis allé parce que j'aime bien les burgers. Mais je voulais vraiment voir ce que tu avais fait. Moi, c'était un objet de curiosité. Je me suis dit, comment il a transformé l'essai? Est-ce qu'il a réussi à transformer l'essai de sa marque? Et j'y suis allé et j'ai été vraiment surpris de voir que tout l'univers était cohérent. Alors, je l'ai noté pour être sûr de ne pas l'oublier. Dans une des vitrines, il y a, on voit plusieurs de tes albums. Sur le mur, il y a un dessin de Nappa, un personnage de Dragon Ball, qui a un tatouage Barlou. Les burgers sont au nom de certains de tes morceaux. Donc, comment tu fais pour réfléchir à tout ton univers pour que tout soit justement cohérent? Tu vois, des fois, les gens, ils veulent la recette mystère. Mais je te l'ai dit, c'est la passion et c'est l'amour. C'est un pote, il m'a dit, j'ouvrirai un truc de burger demain. J'ai repris une franchise. Et je dis, mais non, t'es bête, putain, pourquoi on l'a pas fait ensemble? Je sais pas, moi, il y a un truc Barlou Burger comme ça, un burger. J'invente le truc spontanément. Parce que déjà, je suis un artiste. Ça, c'est inné, ce mécanisme-là d'essayer de trouver des idées tout de suite. Tu vois, c'est comme créer des rimes. Les gens, des fois, ils disent, comment tu fais pour écrire? Ben, ça, c'est en toi. C'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Tu vois, c'est des talents. J'ai réussi à mettre le doigt sur le mien. Et là, c'est même pas. En fait, je me dis, c'est le génie créatif, le talent. C'est même pas l'écriture. Parce que j'arrive à transformer ce côté artiste avec des burgers. Je dis, voilà, viens, on fait ça. Il me dit, gars, nous, moi, j'avais appelé l'autre le Terminator, le Destructeur. Non. Je fais, non, regarde, moi, ça, il y a le Barlou, c'est pour les gros costauds qui veulent manger. Le Bad Cowboy, on lui donne un coup texan parce que barbecue, cowboy, il y a quelque chose qui va avec. Le Savoyard, non, on l'appelle le Tartiflux. C'est un mélange de tartiflex et tu vois, je sais pas, je me fais plaisir. La frite la frite de patates dures et la frite de patates douces, patates de forain, frites faites à base de patates de forain. Tout s'est emboîté naturellement, comme si c'était écrit. De toute façon, les choses sont écrites, il n'y a pas de mystère. Et là, c'était juste le moment où tout s'emboîtait. Et qu'est-ce que je dirais à cette gecko que je rencontrerais 25 ans en arrière? Ouais. Toi, tu viens sur ma question d'après, là. Ah oui. Et je lui dirais patience. C'est juste la patience, en fait. Et de toute façon, à l'époque, j'avais même pas l'ambition de me dire, moi, dans la vie, je veux être un entrepreneur, je veux de l'argent. Non. Je voulais être juste le meilleur punchliner du rap, en fait, tu vois. Et c'était ça qui me suffisait à me rassasier pour quand je me suis plongé dans ça. J'avais envie que les rappeurs que j'écoutais, qui se disent, ouais, il est trop fort, lui. Et ça, je l'ai très vite réalisé, en fait. Ce truc-là, que les meilleurs que j'écoutais, de me retrouver à rapper avec eux, qui me disent, ouais, t'es trop fort, c'est le meilleur. Ça, c'était pour moi... Je m'en fous du disque d'or, moi, d'avoir écouté les gens dont j'étais fan, mes idoles, ils sont devenus fans de moi. Ça, c'est une satisfaction de ouf. C'est qu'avec cette réussite-là que j'ai envie d'éclabousser les gens. Mais les thunes, les bijoux, les trucs, tout ça, c'est de la merde, en fait. Ça, on les emporte pas avec nous. Surtout, tu vas mourir, c'est tes enfants, ils sauront même pas quoi en faire, ils n'ont pas la valeur. C'est important, la valeur des choses. Toi, les choses que tu t'es battu, c'est que pour les avoir et tout, ils vont les revendre pour avoir un peu d'argent et s'acheter de la merde avec, tu vois. Ce que j'ai laissé, c'est des pièces d'art pour moi. Ça se décortique. C'est tellement riche, je me suis pris la tête. Des gens sont passés à côté des fois. Mais quand ils vont se replonger dessus, ce sera comme les pyramides du Louvre, tu vois. C'est des hiéroglyphes, les trucs. Ils vont se prendre la tête, ils vont dire, mais putain, il était trop fort ce bâtard. Ça fait 20 ans, il a envoyé des punchlines comme ça, sans jamais régresser. Elle est là, ma fierté. Après, là, on bouffe des burgers, c'est cool.
j'ai envie de faire des autres trucs. J'aimerais bien faire un restaurant healthy, tu vois, santé, avec des trucs riz, brocoli, avec ton grammage de protéines pour les gens Parce dans que le ça sport. serait aussi raccord avec. Parce que je sais Mon qu'on en avait style de parlé vie. une fois là. Ouais, j'en avais parlé Ouais. une fois avec toi à la salle de sport. Tu fais attention quand même. À ce que je mange, Oui. ouais. Après, c'est encore plus dur pour moi d'être tous les jours à faire des photos avec des burgers et de ne pas pouvoir les manger. T'imagines la force mentale de faire ça? C'est dur, hein, parce qu'ils sont appétissants, les burgers. Hein, Il va vous mettre un extrait de On mettra. De toute façon, je voulais mettre la pub. La pub, ouais. Je voulais mettre Elle la est pub ouf, parce elle est qu'elle ouf. elle est très bonne. Bah voilà, les gens qui l'ont vu, j'ai été contacté par des gens de tous les univers différents. Ils ont dit, putain, c'est encore mieux qu'un clip de rap, la qualité. Et je dis, ouais, moi je veux. Déjà, quand j'ai fait mes clips, j'ai toujours voulu des clips comme les Américains. En me disant, quand un jour un Américain il va regarder mon clip, il peut regarder. Moi, des fois, je vois des clips de rap français, je dis, mais même moi, je suis un français, j'ai pas envie de regarder. Je dis, quel manque de recherche, quel manque d'originalité. Et donc, comme j'étais en Thaïlande, je mettais mes clips. Moi, je savais que c'était quoi l'impact quand tu passais entre trois clips de rap américain et je mettais mon clip derrière. J'étais pas ridicule. Ni dans la dégaine, ni dans la sonorité. C'était ça mon fer de lance. Et que je voyais des Australiens qui s'arrêtaient au bar, qui regardaient. Tu vois, le clip, il paraissait pas ridicule au milieu de trucs américains forts. Je regardais à côté, je disais, mais c'est lui qui est là. Mais là, ça doit être un truc de fou, ce gars-là. Il me voyait comme un Américain, en fait. Quand je te parle de l'américain, je n'idéalise pas les États-Unis, mais en termes de rap, ils sont vraiment. Aux États-Unis, des rappeurs, ils mettent 200 000 € dans leur clip de rap. En France, ils font des clips avec des iPhones, une bécane de crosse et des mecs, on dirait, ils vont jouer en foot à la Gay Pride, quoi, tu vois. Donc, voilà, tu vois, moi, je me suis toujours pris sur l'esthétisme, mis de l'argent à perte pour avoir des beaux clips, mais ça restera dans le temps. Parce qu'il y avait de la passion et de l'amour. J'aurais jamais cru que moi, quand j'étais en Thaïlande, que je reviendrais un jour en France en me disant « mais j'ai fait plus d'affaires en France qu'en Thaïlande », alors qu'en Thaïlande, c'est le pays de la seconde chance qui te laisse des mecs qui ont un peu tout foiré en France se dire « ouais, ils peuvent se refaire et ouvrir un business qui marche et tout ». Mais c'est très dur de faire des affaires qui marchent en France. J'étais à la bonne école là-bas, je suis revenu. Ça marche, et peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, je serai au Canada, autre part. C'est quoi le futur pour ta marque, pour ton mouvement? Comment tu vois? Continuer à faire de la musique pour que c'est ça la base qu'il veut le public. Parce que voilà, faire des pubs pour des burgers, c'est cool, mais ce qu'ils aiment, c'est m'entendre rapper, tu vois. J'ai encore un chapelet de punchline hardcore sous le bras, de quoi sortir un truc en fin d'année et que les gens, le temps qu'ils les décortiquent, qu'ils le digèrent, ça va prendre bien 2 ans, parce que c'est riche, hein, en écriture et tout. Après, moi, je vais avoisiner les 44 ans. Après, entre-temps, j'aurai des petits business, des Barlou Burgers se franchisent. On en ouvre 2, là, à la rentrée. Il y aura Rouen, le prochain. Et là, toutes les villes m'appellent, hein, ils en veulent tous un. Mortel. Puis il y a un autre truc aussi que je trouve très intéressant, c'est que tu as choisi d'être dans une rue à Pontoise. C'est quoi le nom de la rue? C'est Rutière, non? Non, il y a toutes les rues. Moi, je relie la place Notre-Dame, la rue de Rouen et la rue Pierre-Butin. Okay. Mais en fait, ce qui est intéressant, moi, je m'étais dit, quand j'étais parti au Barlou Burger, j'étais parti avec un pote, j'ai dit, ouais, il est fort parce que le mec. C'est un circuit. Ouais, exactement. Il va se faire tatouer. À la rigueur, il va se faire tatouer peut-être même le logo Barlou. Mais il le fait. Il ressort. Non, il vient manger un burger, il va se faire tatouer. Voilà. Ouais. Et puis, après, il peut finir au taille à emporter pour ramener chez lui. Mais entre-temps, on a rouvert aussi un shop de donuts, donc tu peux aussi prendre avec tes enfants dans l'après-midi ton donut original. Qu'est-ce que là, on a repéré un truc, putain j'aimerais bien le faire, ça, un hôtel avec un restaurant en bas. Donc ça veut dire qu'on peut booker un mec qui viendrait d'en bas de la France, on peut le garder avec nous un week-end, il peut se taper tous les restos et pourquoi pas fournir, parce qu'après ça sera comme une excursion, mais ça c'est l'école Thaïlande ça, qu'il ait tout à portée de main en fait. Tu vois, il peut se balader dans Pontoise, il vit une expérience et il peut avoir, qui sait, après, je suis ambitieux, mais je ne me fixe pas des plans sur la comète. Tu vois, ce qui est possible de faire, j'arrive à l'envisager, mais voilà, mes rêves ont des limites, tu vois. Et je me dis, faire une salle de sport, c'est pas tout de suite. De toute façon, physiquement, il faudrait que je sois encore plus au top pour prétendre me lancer à ça dans le fond. Mais que le mec m'accompagne durant son week-end, aller faire un training avec moi, dans ma salle. Et tu n'as jamais pensé, bon je ne l'ai pas prévu dans les questions, mais parce qu'à force d'annexer Pontoise comme ça, tu n'as jamais pensé à une candidature de maire Non, elle est très bien. Madame Vaneuve, elle est très bien. Son équipe, elle est très bien. Et ben voilà, on va voir s'ils vont faciliter mon développement dans Pontoise avec tout ce que je fais pour la ville.
On donne du boulot à tout le monde, on crée de l'emploi et tout. On va voir si la ville le soutiendra. En tout cas, elle ne nous met pas de bâton dans les roues. Ça, c'est déjà bien. Elle nous laisse nous épanouir, mais on n'a pas fini avec Pontoise. Je vous le dis. Voilà, bon, voilà, monsieur. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Seth. J'ai l'habitude de te dire Nico, mais bon. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'interview, pour les qualités de tes réponses. Je mettrai tous les liens, je te demanderai tous les liens que tu veux que je mette en dessous. Donc, spécial dédicace aux mecs qui ne trouvent pas le restaurant. Tu auras le lien juste en dessous, tu auras juste à cliquer. Ou si tu trouves pas. Là, il va te demander l'adresse quand même, dans les commentaires. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Si tu as le mot de la fin, c'est pour toi. C'est que le début. Cette caisse.